93 31 01 du lundi au vendredi de 8h à 17h. Le Centre national d'appel pour la gestion des réclamations est une initiative du programme d'appui aux communautés villageoises, PACV, pour un développement durable de nos collectivités locales. Dans le cadre de la construction de son nouveau quai au port de Kamsar, la société minière GAC a réalisé une étude d'impact environnemental et social afin de limiter les impacts sur l'écosystème de la mangrove. C'est dans ce cadre qu'elle a réalisé, en accord avec les populations locales et le gouvernement, le reboisement de plus de 68 hectares sur l'île de Taïbi et Taïdi, ainsi que le long du rio Capachez. 45 hectares ici. Normalement, Morin Barayonto se fait taille. En plus de ces activités, GAC a développé une série de projets afin d'orienter les populations sur des activités respectueuses de l'environnement, l'introduction de techniques agricoles, le projet de saliculture solaire ou encore de fumoirs améliorés permet aujourd'hui la protection de la mangrove. GAC walfaina na ba ngobe allo ji banda tifira abara mo mali kifaira amambara nyege ba nyege fenfe ba mukuma mugunu tora makina nyege fira singira anu force ya kere mara. C'est dans cette dynamique que GAC poursuit ses efforts afin de contribuer au développement du projet et de la Guinée. Anadia Mela Magnote, vive so ikeli mini fenedi, pena beni yiri demba sanina, ajabibi lama yi, ayiri lama, alumunu nama na mankuru nama. Ala beni yiri demba na wuru na fasiyama de fadikoloka, ada baraka, adi fanka dalma, kalfa di menene. Vive so mini fenedi, mena beni yiri denna, ani soja kadituru mapa. Aliyar suna follow te mini fembe mindo, asanite foida, ala beni yiri demba na, ukadini mbere yado. Alisa mina wati bela denina. Ali ju vive so emi, ali ala tele la tamani mala. Vive so ila beni Europe sariali koro. Ali vive so emi, ali frankani baraka so. Almasika diabete kola. Vive so eni nana ni legime kono kabanka la tara jasifu international bolo. Al sabatini madame garde tieli. Kanejulu basi 655 35 32 11 666 66 60 00. Vive so al diana mini fene. Besoin de sécuriser vos biens et vos entreprises, votre environnement? Choisissez Sécurité Plus, une surveillance à votre service pour des entreprises publiques et privées au service de vos populations depuis plus de 10 ans. Le meilleur de nos prestations vous est réservé. Sécurité Plus, contact 621 07 89 42 621 08 09 13. Sécurité Plus sarl@gmail.com. La Sécurité Plus, c'est plus de sécurité et nous veillons sur votre bien-être. Le lac de Sofonia, une étendue d'eau douce dont la beauté et l'utilité étanchent la soif des habitants de cette banlieue de Conakry. Depuis des années, ce don de la nature est exploité par la SEG pour offrir de l'eau potable à ces quartiers. Cependant, cette volonté, soutenue par un dispositif technique des plus performants, est paralysée par des comportements des riverains qui polluent l'eau du lac. Soucieuse de préserver la santé de ses clients, la SEG a décidé d'interrompre l'exploitation de cette eau. Un manque à gagner qui nuit à sa capacité de production et prive certains foyers de la banlieue d'eau potable. Déterminée à toujours satisfaire les attentes en veillant scrupuleusement sur l'hygiène des lieux, la SEG invite les riverains au civisme et à la vigilance pour préserver l'environnement du lac de Sofonia. La société invite l'ensemble de la population à éviter de jeter des ordures et autres déchets dans ce lac. L'eau, c'est la vie. Tous protégeons le lac de Sofonia pour améliorer la desserte en eau potable. Dans le souci d'améliorer les conditions de voyage et profiter des avantages des compagnies aériennes, l'agence Guinée Voyage met désormais à la disposition de ses aimables clientèles de nouveaux produits, cartes Visa, Mastercard, qui vous permettent d'acheter nos différents services en ligne sans se déplacer. Effectuez vos déplacements pour vos affaires, la Umrah, le Hajj et autres à travers le monde. Alors, désormais, ne vous faites plus de soucis dans vos projets de voyage. Retrouvez-nous dans nos différentes agences
ou sur notre site web. L'agence Guinée Voyage a plus de 30 ans d'expérience en matière de transport aérien et tourisme. Donc, n'hésitez pas à fréquenter notre maison commune car nous sommes la solution pour tous. Vous servir est notre raison d'être. Guinée Voyage. Enfin, Guinée. Reactor, conquering day and night. Un produit Bras Guinée. Touch me gently like a Sunday breeze. Mais c'est midi, non? Ta femme déjà fini de reparler? Oui. Ma femme, mon ami, il souffle comme le forgeron. Chaque jour, les ici, c'est pas 16h, c'est 17h. Ma chérie, quelle est votre super? Grâce à mon mari, j'utilise la cuisinière de la marque Ferré. Super. Venez découvrir les gammes de cuisinières à Ferré. Cuisinière 6 foyers, 4 gaz, plus 2 électriques à seulement 3 695 000 francs guinéens. Cuisinière mixte à 1 995 000 francs guinéens. Cuisinière toute électrique à 2 295 000 francs guinéens. Cuisinière tout gaz, 4 foyers à seulement 1 895 000 francs guinéens. Les cuisinières Ferré s'allument automatiquement et sont les seules cuisinières au monde dotées d'un four à double chauffage. La cuisinière Ferré est montée en Guinée pour une garantie de 12 mois sans oublier le service après-vente. Disponible à EDF Électronique. Conakry, capitale de la Guinée. Progressivement, Conakry renaît de ses cendres.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, la Guinée célèbre ce 28 septembre le jour de la gloire avec 60 ans de souveraineté assumée. Ce jour marque le nom historique du peuple de Guinée à la colonie française. Le 28 septembre, c'est aussi un monument, un stade emblématique au lieu des grands événements sportifs, culturels et politiques. Son histoire, c'est dans ce journal. Plus loin, aux Nations Unies, signature d'un accord global de coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique. Notre correspondante Fatmata Samoura revient sur les grandes lignes de ce protocole. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous sommes le 28 septembre avec un chiffre rond, 60 ans. Oui, exactement, cela fait 60 ans, jour pour jour, que les Guinéens ont ébranlé le système colonial français en se prononçant pour l'indépendance du pays. Une voix de fierté encore défendue aujourd'hui par les Guinéens comme si c'était hier. La fibre patriotique est plus que jamais forte. 28 septembre, une date fondatrice. Commentaire Kamara Boubacar. Merci Jacques Salver. Nous interrompons pour un instant ce tour des capitales européennes. Il nous reste d'ailleurs à aller encore à Milan et à Bruxelles. Nous allons rester un petit moment à Paris et nous donnons l'antenne au ministère de la France Outre-mer. La télévision française, la nuit du 28 septembre 1958. Les résultats du référendum proposé par le général de Gaulle pour la Ve République et l'association des colonies avec la France sont égrenés avec délectation. Ce soir, un seul territoire trouble la fête dans la métropole. Eh bien oui, nous voici une fois de plus, et pour la dernière fois, au ministère de la France Outre-mer, où continuent d'arriver des résultats qui, hormis pour 4 territoires, ne sont pas encore définitifs. La Guinée est connue à 46%, et alors là, c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à son autre territoire, puisque c'est les noms qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Bon, je pense que je vous demanderai tout à l'heure d'ailleurs quelques mots au sujet du problème que pose maintenant la Guinée à la suite de ce vote. La Guinée va continuer à poser problème par son choix libre. L'attitude est jugée subversive dès les minutes qui suivent la fin du vote référendaire. D'ailleurs, les derniers mots prononcés par le représentant du ministère des colonies sur le plateau du direct sont sans abâche. Je voudrais terminer par la Guinée. Ce matin, un communiqué a été remis à M. Ségou Toubé, le président du Conseil du gouvernement de Guinée. Communiqué émis à la suite du vote de la Guinée. Nous n'allons pas lire ce communiqué. Pourriez-vous nous en donner l'esprit rapidement? Je pense d'ailleurs qu'il est connu de quelques-uns de nos téléspectateurs déjà. La Guinée a voté non, donc elle a fait part d'une façon formelle de sa volonté de quitter la communauté qui lui était proposé par la Constitution. Et le représentant du Haut-Commissaire de la République à Naïef, qui était envoyé spécial à cette occasion à Conakry, a remis au président du Conseil du gouvernement de Guinée un communiqué dans lequel il donne acte de la décision de la Guinée et met le point sur un certain nombre de conséquences de cette décision qui ressortissent toutes et qui je crois entreront en vigueur très rapidement. Très rapidement avec des mesures transitoires évidemment pour ne pas créer des perturbations immédiates qui troubleraient profondément le fonctionnement de l'administration de la Guinée. Enfin, l'acte de divorce a été remis ce matin. Le voici. Je vous remercie, M. Diazini. Merci. C'est avec le sourire, ce jour historique, jour de gloire pour notre destin commun, que nos dévanciers téméraires se sont acquittés de leur devoir dans les urnes. Ces patriotes dans l'âme l'ont fait pour nous et nos descendants, vivre libres sur la terre de nos ancêtres. Pour eux, il ne pouvait y avoir de peuple supérieur, gendarme de la vie des autres. Le fondement de la liberté, c'est d'abord la double reconnaissance de la dignité inhérente à tous et l'égalité de tous devant les droits inaliénables. Le 28 septembre reste donc une date fondatrice et pour la Guinée et pour les autres colonies de l'Afrique française qui, 2 ans plus tard, bénéficieront de la faille ouverte par Sékou Touré et ses illustres compagnons dans l'armure coloniale. La préservation acharnée de cette geste est aujourd'hui admirable en dépit des manœuvres subversives, parfois même violentes, engagées dès 1959 contre le jeune État. Point de mire de tout un arsenal
politique, diplomatique, économique dans les mains d'une puissance hargneuse, les Guinéens usent de tout pour ne pas être atteints et éteints. Ils nous ont forcés à être socialistes. Ils ont retiré tout leur matériel. Ils ont retiré tout. Eh bien, est-ce qu'on va, comme on dit, crever de faim, de soif, de machin? On ne peut pas s'habiller. Eh bien, c'est pour cela. Les gens ont tendu la main. Est-ce que l'esclave peut être idiot pour revenir encore? Non, 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 je ne veux pas, je veux rester esclave. Non, nous avons dit non, non et non. Aujourd'hui encore, ce non résonne vigoureusement dans l'esprit et dans les cœurs des Guinéens. Aucune mémoire sélective, aucun écrit révisionniste ne jettera l'ombre sur ce choix conscient et responsable du 28 septembre 1958. Certes, sur la voie de l'édification d'un pays de cocaïne rêvé, des blessures regrettables sont enregistrées, mais elles se cicatrisent au nom du pardon collectif et au nom du sentiment fort de vivre ensemble projeté en 1958. D'hier à aujourd'hui et pour le futur, la Guinée fière travaille à conquérir et partager la prospérité à tous ses fils du 28 septembre 1958, le jour où le destin de l'Afrique, le destin du monde a basculé. Une date fondatrice, le 28 septembre, c'est par les urnes que les Guinéens ont choisi leur voie dans le concert des nations indépendantes. Ce choix singulier finira par conscientiser les autres colonies et montrer le chemin de la prise en main de leur destin. Le sens du vote singulier de la Guinée avec Ansoumane Toumani Camara. C'est après la loi cadre, dite loi des fers de juin 1956, que les colonies françaises d'Afrique se voient dotées d'une autonomie interne. Cette nouvelle donne autorise l'instauration des exécutifs locaux responsables devant les assemblées législatives. Progressivement, l'Afrique soumise mais revendicatrice de sa souveraineté sans un assouplissement du système colonial, signe d'un changement de stratégie de domination. La France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. En septembre 1958, la Constitution de la Ve République intègre l'empire colonial dans une communauté. Toutes les colonies françaises acceptent par référendum, à l'exception de la Guinée, qui refuse massivement cette nouvelle entité. Mais pourquoi ce choix singulier de la Guinée? Pourquoi ne pas dire une bonne fois non, en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la base de l'amitié et de l'égalité. Cette indépendance singulière de la Guinée a été une promesse faite par le général de Gaulle le 25 août 1958 à Conakry. Une promesse tenue, même si des obstacles ont été savamment dressés par la suite devant le jeune pays indépendant. Et je vais vous demander d'applaudir avec moi en criant « Vive le président Ahmed Sékou Touré !» Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la France! Vive la France! Vive l'amitié et la coopération entre la Guinée et la France! Une part de la vérité historique sur le long et tumultueux parcours de la Guinée et de la France. Ces rapports prennent aujourd'hui une nouvelle couleur d'une coopération franche et bénéfique pour les deux pays. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal, nous allons recevoir sur ce plateau notre invité de parcours. Il s'agit de Dr Ali Gilbert Ifono, historien, ancien ministre de la Culture, Arts et des Loisirs, ministre de la Décentralisation et du Développement local, après avoir été député. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes historien. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les 60 ans d'indépendance de la Guinée?
Merci, madame. 60 ans d'indépendance que nous opposons à 60 ans de colonisation. Je crois que le moment mérite un arrêt pour évaluer le parcours. Parce que je ne veux pas dire que 60 ans de colonisation ont été annulés par 60 ans d'indépendance, ce n'est pas évident, mais le parcours a été très, très important, très intéressant, parce que les Guinéens ont tout fait pour concrétiser justement cette indépendance obtenue le 28 septembre 1958 avec la proclamation le 2 octobre de la même année. Oui. Est-ce qu'on a réellement tout fait? Je dirais non. Mais on a beaucoup fait, pas tout fait, tout n'est pas bien fait, mais il y a des traces que nous pouvons présenter comme bilan de 60 ans d'indépendance. Quel est ce bilan? Quel est ce bilan que vous présentez? Il y a d'abord les réalisations de la jeune République. Vous savez, l'enthousiasme qui a animé les populations après le vote du 28 septembre s'est manifesté par un enthousiasme délirant dans toutes les régions. Et avec le peu de moyens, la jeune République a initié l'investissement humain. La plupart des réalisations que vous avez à l'intérieur aujourd'hui sont le produit de ce travail d'investissement humain. Donc on diront que c'est dérisoire, mais ça traduisait la volonté d'indépendance parce que le général de Gaulle nous avait lancé un défi. L'indépendance, vous pouvez la prendre, mais avec toutes les conséquences. Donc, nous savons ce que nous faisions et tout n'était pas à souhait, mais on n'a pas resté les bras croisés. Est-ce que c'est cette histoire que vous transmettez aujourd'hui à la jeune génération? Ben, tout à fait. C'est cette histoire que nous essayons de transmettre à la jeune génération. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre les périodes. Sous la Première République, il y avait le système de parti unique. Parce qu'aujourd'hui, les historiens sont interpellés pour l'histoire de la Guinée. Oui, c'est tout à fait juste. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il y a des travaux qui ont été faits, d'abord au niveau des universités, ensuite au niveau des chercheurs à titre individuel. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à produire un manuel d'histoire, un manuel de référence de l'histoire de notre pays. C'est dommage. Nous avons produit un projet depuis les années 90. Malheureusement, projet sans financement, sans soutien, il n'en est pas un. Docteur, nous allons revenir dans un instant sur ce point de l'histoire. Oui. Le référendum du 28 septembre a été un vote massif en Guinée. Les régions se sont aussi bien exprimées que Conakry. À l'Abbé, par exemple, en dépit des tiraillements entre anciens combattants, chefs de canton et indépendantistes, ces derniers l'ont largement remporté. Témoignage dans ce reportage de Mohamed Alpha Baldé et Saraféline Diallo. Même si ses capacités de mobilité se sont amenuisées sous le poids de l'âge, le doyen Muntaga Baldé a la mémoire fraîche quand il parle du 28 septembre 1958. Dans la cité de Karamoko Alpha, l'homme a été témoin de toutes les étapes qui ont permis à la Guinée de rejoindre le concert des nations libres et indépendantes. Pendant toutes les 2 années qui ont précédé, la jeunesse a popularisé l'idée d'indépendance. Donc, ce n'était pas au dernier moment qu'on allait mettre ça sous le enterré. Voilà. Ça se faisait au grand jour, il n'y avait aucun. Et puis le PDG était très fort. C'était une sorte qu'on n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit à l'ombre. Tout le monde était d'accord et le colonisateur savait que c'était ça. Et il ne pouvait rien faire. À l'Abbé, 2 sites ont longtemps symbolisé cette victoire sur l'occupation. Le cinéma L'Orange, aujourd'hui reconverti en magasin de commerce, et le centre culturel. Toutes les réunions pour la victoire se tenaient à ces 2 endroits. Nous, on a fait la campagne à l'Abbé ici. On allait au marché hebdomadaire, on disait aux gens, il faut voter
ceux qui étaient sceptiques ont tâché de les rassurer, comme ça. En particulier, je me rappelle quelqu'un me dit à Sanou, il me dit, mais vous voulez qu'on soit indépendant alors qu'on ne sait pas fabriquer une usine? Je dis, oui, on ne sait pas fabriquer parce que justement, les gens ne veulent pas qu'on apprenne à fabriquer. Et puis j'ai dit, les aiguilles, c'est les machines qui les font, c'est pas. Donc, si on est indépendant, on amène la machine et puis on fabrique les aiguilles. Et ce sont les militaires, les anciens combattants, qui ont fait la campagne pour le oui, principalement, et les chefs de canton, les ex-chefs de canton, puisque c'était parti de. J'ai demandé au chef, à un militaire un jour, pourquoi vous avez fait la campagne pour le oui? Il dit, ah, nous, quand on a parlé de référendum, nous avons été demandés à nos chefs, c'était les Français à l'époque. Ils ont dit, bon, si vous votez non, on coupe vos pensions et puis vous vous débrouillez. Comme dans la grande majorité du pays, l'abbé a voté pour l'indépendance. Les témoins de cette époque sont de plus en plus rares, même si la fibre patriotique est encore plus forte que jamais. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si véritablement, d'une manière tout à fait sincère, on met de côté tout esprit de journalisme, aux côtés de nos frères de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Basse-Guinée, on a mené la lutte ensemble avec tout le cœur qu'il faut. Je dis que si on reprend ça, cet esprit, et on le continue, on soulèvera des montagnes. À Kankan également, c'est avec ferveur que la population s'est mobilisée pour le vote historique du 28 septembre. De l'indépendance à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Fodé Bangal Fofana revient sur les grandes étapes de cette évolution. Suivez. Kankan, comme toutes les villes de la Guinée, a vécu les moments forts de l'indépendance de notre pays. Les Guinéens sont les seuls à refuser la nouvelle constitution présentée par le président français Charles de Gaulle lors du référendum du 28 septembre 1958. Elhadj Moustapha Kaba se souvient. À l'époque, j'avais 24 ans, je suivais très bien les événements. J'étais le représentant du quartier Banankoroda à Kouroula, auprès du commandant de cercle. Je connaissais les grands cadres africains qui étaient là, tels que Lamine Camara, qui était le financier et qui était très influent. Le 28 septembre, j'étais là. J'ai voté, j'avais mon bulletin, j'ai voté. C'était à la Transafricaine, au bord du fleuve, qu'on appelle Badala. Le Transafricaine était installé là-bas, principalement à Korialé. Nous avons voté. Après qu'on ait voté, on n'est plus sorti, on est resté à la maison, jusqu'à la proclamation maintenant. C'est après la proclamation que les gens ont commencé à danser, à chanter et à se mettre dans la rue pour quand même respecter les mots d'ordre du parti. L'indépendance est alors proclamée le 2 octobre 1958. Au cours des années qui ont suivi cette indépendance, Kankan a vécu des moments difficiles de son évolution. La Côte d'Ivoire a regorgé beaucoup de Guinéens et au fait qui ne voulaient pas de cette indépendance-là, recevaient maintenant les Guinéens, surtout les Kankanais, aller en Côte d'Ivoire. Les choses que l'État faisait venir étaient très moins chères par rapport aux autres qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, l'État qui envoie le carburant, qui envoie tout, les gens l'achètent pour aller encore les revendre à l'extérieur. Le président est informé, s'est énervé sous l'effet de la colère, est venu jusqu'à Kankan, il s'est installé, il dit mais ce que l'État fait venir officiellement, les prix sont tels, vous prenez ça, vous envoyez ailleurs. Vous privez de ça, alors il appelle donc Capria. Ce n'est qu'en 1983, au mois de décembre 1983, que le président Seko est venu ici et dit c'est sous l'effet de la colère que j'ai prononcé ces mots-là. Maintenant, je vais vous demander pardon. Quand il a demandé pardon. Il a fallu l'arrivée au pouvoir du professeur président Alpha Condé pour que cette ville de Kankan-Nabaya connaisse le changement escompté. Kankan de générosité et de fraternité
la Troisième République a gratifié cette ville d'infrastructures administratives et routières qui posent aujourd'hui les jalons de cette future mégapole. Partout en Guinée, le 28 septembre fut un mouvement d'ensemble pour refuser désormais l'occupation française. À Farana, la ville d'origine du héros de ce jour, les derniers témoins racontent les grands moments de ce référendum pour notre souveraineté assumée. C'est un commentaire signé Al-Gassimba Silati Kourouma. La mobilisation a été aussi forte dans le Sankaran, le 28 septembre 1958. Dans les rues de la ville, les souvenirs de ce moment d'histoire sont peu visibles aujourd'hui. Heureusement, les acteurs qui ont pris part à cette épopée sont encore là pour témoigner. El Hadj Sékou Kandé a 95 ans. Il était coursier et a mobilisé pour voter non. Tous les leaders se sont retrouvés et Sékou Touré a demandé à tout le monde de voter non. Il y a un leader dans le groupe du nom de Sékou Touré. Si tu arrives à le convaincre, tu as eu tout le monde. Après les réunions préparatoires pour le non, le jour de la décision, il n'y a pas eu de surprise. Dans la discipline, le vote s'est déroulé comme prévu. La mémoire de El Hadj Sékou Kourouma est encore très fraîche 60 ans après. Voter dans Akera Sawabale de Yanlo. Mon Teresi de Mafila de Doltun Tefe Dole Sawa Akera Mbolo Kadnatembe. Farana Olo, Akera Lombadi Olo. Lumba. C'est un grand jour pour nous. Certains étaient devant et d'autres derrière. Dieu a exaucé nos vœux. Il y avait 2 grands bureaux de vote, Farana 1 et Farana 2. Nous, on a voté à la permanence. En ce moment, celui qu'on appelait Péchedou était le commandant de cercle. Commandant français Le 28 septembre 1958, les Guinéens se sont exprimés. Farana, comme ailleurs, est encore fier de cet acte héroïque posé là où d'autres ont hésité. Nous revenons avec notre invité de parcours, Dr Ifono. Nous venons de voir certaines régions. Est-ce que toutes les autres régions ont le même vécu de cet événement du 28 septembre? Mais tout à fait, parce que n'oubliez pas que le PDG est un parti très structuré. Après le discours du général de Gaulle, c'est-à-dire la rencontre du 25 août, le général de Gaulle, ne s'étant pas compris avec son note, nous a dit que l'indépendance était à notre disposition. On pouvait la prendre. Vous savez ce que le reste signifie. Le 14 septembre, il y a eu une conférence qui a organisé, qui a pris toutes les dispositions pour l'intérieur du pays, invitant les militants du parti à se mobiliser massivement pour aller dire non au général de Gaulle. Parce que à l'époque, il y avait l'éducation des militants. Il était demandé à tous les militants de ne pas réagir à toute provocation, parce que le terrain était miné, mais les militants ont bien compris et ont soigneusement évité les confrontations. Ils se sont levés très tôt le matin pour aller voter et j'avoue que c'était pratiquement le même enthousiasme que nous avons rencontré dans toutes les régions. Les résultats, vous les connaissez. Le non a remporté sous le oui. Ouais. Docteur, nous allons suivre l'avis de certains Guinéens en disant non à la proposition de Charles de Gaulle. La Guinée devient ainsi un symbole de liberté pour toute l'Afrique et une référence dans l'histoire des indépendances. 60 ans après, les citoyens expriment leurs sentiments sur cette célébration. Ils sont au micro de Moussa Bangoura. Tout est parti du 28 septembre. Donc aujourd'hui, la Guinée et les Guinéens doivent vraiment se souvenir de cette date parce que c'est le point de départ de notre indépendance. Donc nous sommes fiers, nous sommes contents et nous remercions nos dévanciers qui se sont battus, qui ont fait de la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. En résumé, c'est la joie.
on retient la joie parce que le 28 septembre, c'est une date historique, la date qui nous a libérés. Personne ne connaît la paix, combien de fois elle est importante. Personne ne connaît la colonisation, combien de fois elle est difficile. Donc je peux tout dire que, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la joie. Je suis fier d'atteindre cette date aujourd'hui-là et je suis fier de fêter cette cérémonie. Nous sommes les enfants de l'indépendance. Le 28 septembre est une date historique pour tous les Guinéens. Surtout nous, les jeunes qui avons évolué sous l'édit du feu président Ahmed Sékou Touré. Nous sommes tous des camarades révolutionnaires. On a été éduqués dans le sens du civisme, du patriotisme. On a reçu une éducation exemplaire pour être les cadres d'aujourd'hui et mieux servir notre pays en tant que patriotes. Ça me rappelle le jour qu'on a eu cette indépendance en 1958. Le 2 octobre aussi, ça me rappelle. Ça me fait un grand plaisir de trouver que je suis vivant jusqu'à l'heure-là. Je remercie Dieu. Le 28 septembre, elles ont été nombreuses, les femmes guinéennes, les hommes de Guinée, qui se sont levés comme un seul homme derrière le camarade Feu Ahmed Sékou Touré pour dire non à la France, pour dire non à la colonisation. La date du 28 septembre restera toujours dans l'histoire de la Guinée. Et nous sommes très fiers de fêter le 28 septembre. Docteur, de tous ces témoignages, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'unité. Selon vous, comment maintenir cette unité dans ce pays? L'unité nationale est un problème aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le même environnement sous la Première République et aujourd'hui. Hier, c'était parti unique. Il a été relativement plus facile d'enseigner, d'entraîner les militants vers l'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons, je crois, 150 ou 200 partis politiques. Chaque parti a sa charte, chaque parti a ses ambitions et chaque parti, au lieu d'enseigner, de maintenir cette unité nationale, entretient de toutes façons ses options, sa philosophie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un barème à partir duquel imposer cette unité nationale. Nous la recherchons par tous les moyens. Ce n'est pas évident et naturellement, elle dépend de beaucoup de facteurs parce que n'oubliez pas que les 60 ans d'indépendance ont connu, il y a eu des périodes fastes, il y a eu des périodes difficiles. Ces périodes difficiles ont marqué des tâches indélébiles le parcours de cette indépendance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup qui ont été frustrés, qui ont perdu des avantages, pensent que l'indépendance n'a pas été dans le sens dicté tout à fait par le premier régime au départ et qu'il y a eu des déviations. Donc, aujourd'hui, pour amener la population à l'unité nationale, c'est un travail de longue haleine. Mais l'intérêt national doit être la priorité de tous. Mais tout à fait. L'intérêt national est évident. Mais faut-il que chacun la régisse de cette façon? Mais si chaque parti politique, chaque leader enseigne à ses militants, à ses responsables, ce qu'il entend par unité nationale, ou que ceux-là qui ont des raisons plus ou moins fondées de s'opposer à l'allure générale donnent des orientations qui leur sont propres, croyez-moi que ce n'est pas une tâche facile. On y arrivera, docteur, on y arrivera à cette unité nationale. Pour continuer, nous allons vous donner le contenu de ce communiqué. Citoyennes et citoyens, mesdames et messieurs, dans 72 heures, notre pays célébrera le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Ce sera, comme vous le savez bien, le 2 octobre 2018. Cette date, repère indéniable de l'histoire collective guinéenne, interpelle chaque Guinéen, aussi bien ceux des villes et des zones rurales. À ce titre, elle s'impose comme une date de mémoire qui ne doit laisser aucune place, aussi minime soit-elle, à l'exposition à la face du monde de nos insuffisances de cohésion et de nos divergences
politique. Pour cette fête anniversaire, notre pays accueille une bonne dizaine de chefs d'État amis, des ministres d'État, des hauts représentants des mouvements de libération nationale en Afrique, etc. L'enjeu pour le peuple fier de Guinée est grand. Tout en prenant en compte les droits et devoirs des uns et des autres, le gouvernement de la République en appelle aux formations politiques du pays et aux organisations non gouvernementales et autres acteurs sociaux de surseoir à toute marche ou manifestation pour permettre une commémoration de 60 ans d'indépendance digne du peuple de Guinée. En conséquence de quoi, il est demandé à mesdames et messieurs les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de communes de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente mesure qui prend effet à compter de sa date de signature, de sa date de publication. Conakry, 28 septembre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Brema Condé. Justement, nous sommes à jour J-4 de la célébration de la fête de l'indépendance et l'heure est au dernier réglage au stade du 28 septembre. Les exercices de défilé se poursuivent. Autorités civiles et militaires se sont mobilisés ce vendredi pour assister aux derniers entraînements avant le jour J. La fête s'annonce belle, comme le confirme ce reportage de adjudant Sekou Kamano. On fait la revue de tous les équipements des forces de défense et de sécurité. Ensuite, nous avons suivi le défilé. Et c'est un défilé qui nous a beaucoup impressionnés parce que c'est un événement qui vient à point nommé. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a jamais vécu un tel événement en Guinée. Donc, nous espérons que le 2 octobre 2018 sera inscrit dans l'histoire de notre pays comme un événement très important. À présent, zoom sur le stade du 28 septembre. C'est dans notre rubrique en 60. Monument symbolique et historique comme son nom l'indique, le stade du 28 septembre accueille cette année les festivités de l'an 60 de notre indépendance. Il a servi à plusieurs rencontres sportives, culturelles et politiques. L'historique des monuments, c'est un grand format réalisé par Alpha Issi Agaba, rendu par Hassan Al-Silla. L'historique du 28 septembre, sans doute le plus célèbre monument de notre pays. Son nom en référence à la date du vote référendaire pour l'indépendance a plusieurs fois fait le tour du monde. Cela depuis l'inauguration en octobre 1964. 3 ans après le début de ses travaux de construction, en ce moment, on l'appelait complexe omnisport du 28 septembre. Jusqu'à nos jours, il demeure la principale enceinte sportive du pays. Le célèbre stade du complexe a une capacité d'accueil de 25 000 places. Il y avait un flac d'eau, il y avait beaucoup de cailloux, des blocs de cailloux. C'est comme vous devez savoir que la surface terrestre était auparavant totalement occupée par l'eau. Et l'eau s'est retirée finalement et tu sentais par les rochers, les trucs qui étaient là. Alors, c'est ce que vous voyez là, ça a été un grand boulot pour que nous puissions avoir une surface plate comme ça. Parce que déjà, on communiquait ce qu'on appelle les fayas, là, ça veut dire feu en anglais, et c'était des communications. C'est comme si les gens veulent faire des communications et faire éclater les bombes. C'était le départ, quoi. Parce que les pierres, là, les grosses pierres, là, mettaient des trucs là dans des communications. Après, ils allaient allumer le feu quelque part. Le feu vient, ça éclate. Vous voyez des blocs, des gros blocs de pierre qui sont en l'air à une hauteur, peut-être des fois même jusqu'à 100 mètres, qui descendaient quelquefois avant que ça ne descende, c'est éclaté, là, ça tombe sur les maisons voisines. C'est comme ça qu'on a fait. Et on a fait la préparation du sol d'ici. Après, bon, il y avait des camions qui prenaient des trucs là pour envoyer des agrégats là ailleurs, ou jeter ailleurs. Et ils prenaient aussi des pierres, du sable, finalement, pour avoir une surface comme ça. Construit grâce à l'appui de l'un des premiers États amis à la Guinée indépendante, l'ex-URSS, le stade du 28 septembre a longtemps été l'un des plus beaux temples sportifs de la sous-région. Il est devenu un endroit mythique par les exploits du grand Afia. En décembre
1977, c'est ici, pour la première fois, qu'un club africain réalise l'exploit du triplé. Ce fut une anthologie. Nous, on était très fascinés lorsqu'on était jeunes pour venir visiter non seulement ce stade, qui était l'un des plus grands de l'Afrique occidentale et qui a abrité assez d'événements comme le triplé du Hafia en 1977, ou les compétitions comme la coupe Amilcar Cabral. Et sincèrement, on était très épatés, on était vraiment très ravis. Donc parler de ce stade, c'est parler d'une période intéressante de l'histoire de la Guinée. Les gradins constituent l'autre charme de ce stade. Il reflétait la sociologie de la capitale. Chaque arrondissement devenu commune aujourd'hui disposait d'espaces destinés exclusivement à ses habitants. Le stade était reparti, les différents secteurs-là étaient repartis entre les différents arrondissements. Premier arrondissement ici, les quartiers du premier arrondissement, vous êtes obligés, en ce moment c'était la révolution, vous étiez obligés de remplir là-bas. Le commandant d'arrondissement ou d'arrondissement était là, il mobilise à travers les chefs de quartier relevant de lui. Son secteur est rempli. Tous les stades étaient remplis. Au-delà de son caractère sportif, ce complexe a abrité sous et après la Révolution des meetings politiques mémorables. D'illustres chefs d'État comme Fidel Castro, colonel Kadhafi ont été célébrés ici même. Quand il y avait des grands meetings, c'était ici. S'il y avait des réceptions des chefs d'État, quand vous n'avez pas la chance de voir le chef d'État à la réception, c'est ici vous venez. Marien Gwabi, je l'ai vu là. Nkrumah, je l'ai vu, Nkrumah du Ghana. J'ai vu Haïlé Selassie ici. J'ai vu Ofouet ici. J'ai vu Senghor ici. J'ai vu Modibo Keïta ici. J'ai vu, après lui, il y a Moussa Traoré qui est venu là. J'ai vu quoi? Tous les chefs d'État là sont passés ici. Il y a eu beaucoup de chefs d'État. En 2009, un événement étrange non encore élucidé dans ses motivations a jeté une ombre sur le stade du 28 septembre. Un rassemblement politique non autorisé est dispersé dans la violence. Des morts et viols sont enregistrés. La Guinée était à sa seconde transition militaire. Le procès est attendu. Depuis 2009, à nos jours, on est en train de se battre pour ce procès. En 2010, il y a eu un groupe de juges qui a été mis en place par le gouvernement de transition. Et ce groupe de juges a pu travailler. Et jusqu'en 2017, on a pu clôturer l'instruction. C'était en décembre 2017. Et suivi de l'ouverture d'un comité de pilotage, de mise en place d'un comité de pilotage qui va pouvoir organiser le procès. C'est un comité technique qui va mettre tout en place pour trouver surtout les moyens financiers et définir le lieu. Et suite à tout cela, la date qui va sortir en ce moment pendant les débats. Il faut absolument qu'on ait confiance en notre justice parce qu'on ne peut pas continuer à sortir de notre pays pour aller dire qu'il faut que la justice régionale ou bien l'international puisse s'occuper de notre cas. L'histoire a repris son cours timidement dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Les autres disciplines sportives pratiquées se sont lancées les premières. Le football est revenu ensuite sur cette pelouse pour reprendre ses droits. Mais depuis le Hafia, l'antre du 28 septembre est orphelin d'artistes et de dieux vivants. Le public lui reste attaché à ce patrimoine dans l'espoir de revivre en liesse d'autres triomphes. Les prochaines années, le stade du 28 septembre, sous le poids des âges, est appelé à vivre pour le sport, moins d'événements internationaux au profit du stade de Nongo, la belle au bois dormant de la République. Docteur Ifono, nous allons fermer la parenthèse sur le 28 septembre avec cette dernière question. Vous venez de voir le stade du 28 septembre. Que représente-t-il pour vous? Est-il un symbole fort? Le stade du 28 septembre est un symbole très fort. D'abord, d'unité nationale. Ensuite, de volonté de développement. Parce qu'il fait partie des symboles
de notre unité nationale, au même titre que Air Guinée, au même titre que le port autonome, et vous constatez, à chaque fois qu'un problème est lié à ces éléments qui constituent les premiers jalons, justement, du développement de notre pays, parce que nous les avons réussi pratiquement sans grands moyens, l'Occident ayant fermé toutes les bourses, ben, nous avons compté essentiellement sur nos efforts propres. Et ces efforts ont produit le stade du 28 septembre, Air Guinée, le port autonome et bien d'autres infrastructures. Donc, au stade du 28 septembre, quand il y a un match de football, on ne distingue pas d'ethnie, on ne distingue pas de religion, on ne distingue pas de parti politique. C'est le Guinéen tout court qui vient pour assister à un match de football, pour assister à une manifestation quelconque. Bref, le stade du 28 septembre est un symbole fort, malheureusement qui a été souillé lors des douloureux événements que nous avons vécus. Et la responsabilité, moi je la situe aux deux niveaux. Ceux qui ont choisi de marcher le 28 septembre et au stade du 28 septembre ont une part de responsabilité. Ceux qui sont allés réprimer, tuer des concitoyens et de façon gratuite ont leur part de responsabilité. Merci, Dr Ifono, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que Dr Ali Gilbert Ifono est historien, ancien ministre de la Culture, Arts et des Loisirs, ministre de la Décentralisation et du Développement local, après avoir été député. Nous allons revenir sur cet autre communiqué de la Cour constitutionnelle. En application de l'article 10 de la loi organique L 2011-006 CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du dispositif de l'arrêt RI 001 de 12 septembre 2018 et considérant la lettre numéro 13 VP CC 2018 du 26 septembre 2018 invitant les 9 membres à la réunion du jeudi 27 septembre 2018 consacrée aux préparatifs de l'élection de son président ainsi que le procès verbal de la dite réunion, la Cour constitutionnelle porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que s'est déroulé ce vendredi 28 septembre 2018 à son siège de 8h à 10h l'élection de son président. À cette élection ont pris part 8 conseillers sur les 9 invités assistés d'un huissier. À l'issue de vote, M. Mohamed Lamine Bangoura a été élu président de la Cour constitutionnelle à l'unanimité des 8 membres présents et votants. La Cour constitutionnelle, institution gardienne de la Constitution, entend assumer avec dignité et responsabilité les compétences et attributions à elle conférées par la Constitution et les lois de la République. Conakry, 28 septembre 2018, la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, poursuite à New York des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette session, le ministre des Affaires étrangères et le vice-premier ministre belge ont signé un accord global de coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique. Depuis New York, notre correspondante Fatoumata Samoa revient sur cette signature d'accord. Suivez. La République de Guinée et le Royaume de Belgique signent un accord global de coopération bilatérale. L'accord cible essentiellement les domaines socio-économiques et offre surtout la possibilité de conclure des arrangements spécifiques dans la gestion des régies financières. Cela dans le but de lutter efficacement contre la pauvreté. La Guinée, un nouveau pays partenaire de la Belgique, un partenariat naissant concrétisé par l'ouverture d'un consulat belge en Guinée. La Guinée est un nouveau pays partenaire de la coopération développement de la Belgique depuis 2 ans maintenant. Et on est très satisfait des premières choses qu'on a fait ensemble. Donc là, par exemple, on spécifie que la promotion de l'entrepreneuriat, la formation de l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel nous allons travailler ensemble. Nous avons aussi, par exemple, fait des études pour le port de Conakry pour regarder comment on pourrait améliorer la gestion. Avec la signature de cet accord, Conakry et Bruxelles scellent une collaboration bilatérale qui devrait être fructueuse, vu l'engagement et la détermination affichés par les représentants des 2 pays.
En Guinée, immigration clandestine. Le programme de réforme des forces de sécurité volet réintégration des jeunes à risque entame sa vitesse de croisière. En 4 ans d'action, les conditions de vie d'une centaine de jeunes connaissent une amélioration. La mise en œuvre du projet est assurée par le ministère de l'Emploi à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Moussa Komara, Abdul Karim Kamara. Dans la réforme des services de sécurité, le volet réintégration est dans sa 3e phase. Matoto et Ratoma sont les 2 communes touchées par la zone de Conakry, plus la préfecture de Kissidougou. Veuve depuis 8 ans, Bunturabi Kamara tient la saponification grâce au projet. La quarantaine révolue réussit aujourd'hui à subvenir aux besoins de ses enfants. C'est l'Union européenne qui a donné force à notre activité à travers un financement. Aujourd'hui, Dieu merci, mes amis et moi arrivons à prendre nos familles en charge. Plus de 2000 personnes sont choisies en tenant compte de leur vulnérabilité. Elles bénéficient de ce programme de réinsertion par des activités génératrices de revenus. La couture, la teinture, la rigiculture ou encore les travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre. 4 ans après le lancement du projet, son agence d'exécution est face à la presse. Elle dresse le bilan activité par activité ainsi que les résultats obtenus. Nous sommes l'agence d'exécution du projet PARS RSE, financé par l'Union européenne au compte du 10e FED. Nous nous sommes trouvés à avoir des bénéficiaires qui sont des jeunes à risque et également des bénéficiaires qui sont des personnes vulnérables. On appelle vulnérables les mères avec des enfants veuves. On appelle vulnérables les victimes du 28 septembre. Et donc, il y a eu un certain nombre de critères de vulnérabilité. Le total des épargnes de départ constituées par les groupements faisait les 2,3 milliards. Multiplié par 3, ça faisait 7 milliards qui a été ajouté selon un certain nombre de procédures pour s'assurer, si tu veux, de la bonne gestion au sein de ce groupement. C'était vraiment ça l'objectif du projet, sortir ces gens-là de la vulnérabilité et que grâce à l'appui de l'Union européenne, ils aient leurs conditions de vie qui s'améliorent. Et sur la fin du projet, nous sommes très satisfaits parce que nous voyons que maintenant, c'est le cas. À ce jour, les bénéficiaires ont formé 45 groupements à Conakry et 44 autres à Kissidougou dans plusieurs filières d'activité. Ce programme national de réintégration socio-économique, appelé Approche 3x6, se déroule en 3 phases. L'inclusion, l'appropriation et la durabilité. Financé à hauteur de 70 milliards de francs guinéens, le projet prend fin en 2019. Et puis, comme il est de tradition, le chef d'état-major général des armées s'est rendu ce matin dans les structures sanitaires de la capitale. Général Namouri Traoré est allé s'enquérir de l'état de santé des militaires et paramilitaires, une manière de leur témoigner la solidarité et la fraternité d'armes. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. La fraternité d'armes est un état d'esprit avant d'être une qualité. C'est une des conditions du principe d'humanité. Chefs et subordonnés sont d'abord des hommes unis par un même idéal. C'est cette solidarité d'armes que le chef d'état-major général des armées témoigne à l'endroit de ses compagnons d'armes malades en faisant le tour des structures sanitaires de la capitale où ces malades sont alités. Une façon de s'enquérir de leur état de santé. Ça me remonte le moral et je suis très content par rapport à ça. Nous remercions aussi notre chef d'état-major général des armées. Cet aspect psychosocial soutenu par le chef d'état-major général, s'asseoir à côté de ces éléments, s'entretenir avec eux, les membres de leur famille, je vous avoue, c'est une qualité exceptionnelle qu'on n'a pas l'habitude de voir. On lui demande encore de ne pas se fatiguer, de continuer comme ça. Je pense que ceux qui sont en exercice diront toujours, on a quelqu'un derrière nous qui nous défend et qui nous soutient. Un compagnon d'armes tombé au champ de bataille n'est jamais abandonné, quel que soit son état. En s'inspirant de cette réalité, le général de corps d'armée Namouri Traoré tient à l'amélioration des conditions de ses frères d'armes. À quelques heures du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais saisir l'occasion de formuler les vœux
de bonne santé à tous les militaires et paramilitaires malades. Qu'ils soient rassurés, la ferme volonté du commandement de les procurer tous les soins nécessaires. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, et de Monsieur le ministre d'État, chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, leur souhaiter bonne fête. Dans les jours à venir, on va lancer une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national pour que les commandants d'unités auprès des médecins puissent donner des conseils nécessaires à tous les militaires et paramilitaires, le port obligatoire des casques. Cette visite a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de prodiguer d'utiles conseils aux militaires. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Nous souhaitons bonne fête d'indépendance au vaillant peuple de Guinée. Passez une excellente soirée. À demain.